Contrairement aux idées reçues, la violence et la criminalité ne proviennent pas d'un manque d'éducation ou d'une absence de règles. Cette vision simpliste masque une réalité bien plus profonde et troublante. Ce sont précisément les esprits colonisés, formatés par des systèmes de contrôle, qui deviennent les acteurs de la violence et de la haine. La société nous conditionne à croire que les criminels, les assassins, les voleurs et autres délinquants sont des personnes non éduquées, qui échappent à tout cadre social. Cette croyance populaire inverse complètement la réalité des mécanismes psychologiques à l'œuvre. En réalité, ces comportements destructeurs émanent d'esprits profondément conditionnés, prisonniers de systèmes de pensée rigides qui les ont dépossédés de leur authenticité naturelle. L'éducation répressive, loin de libérer l'individu, l'enferme dans des schémas mentaux qui génèrent frustration, colère et violence. Quand un esprit jouit d'une véritable liberté, liberté de penser, d'être, de s'exprimer selon sa nature profonde, il ne ressent aucun besoin de nuire à autrui ou de s'approprier ce qui ne lui appartient pas. Cette liberté authentique génère naturellement la bienveillance, car elle permet à l'individu d'accéder à ses ressources intérieures sans avoir besoin de les puiser chez les autres. L'esprit libre ne convoite pas, ne jalouse pas, ne détruit pas, car il puise sa force et sa satisfaction dans sa propre essence, non dans la domination ou la possession d'éléments extérieurs. Plusieurs systèmes contribuent à cette colonisation des esprits. Les systèmes politiques imposent des visions du monde uniformisées, créant des citoyens conformes plutôt que des individus épanouis. Ces systèmes génèrent souvent la division, la compétition malsaine et l'exclusion de ceux qui ne correspondent pas au modèle dominant. Les institutions religieuses dogmatiques enferment les croyants dans des cadres rigides qui nient la diversité naturelle des expériences spirituelles humaines. Elles créent des notions de bien et de mal absolu qui culpabilisent et répriment les élans naturels. Les systèmes éducatifs formatés privilégient la conformité à la pensée critique, produisant des individus capables de répéter, mais incapables de créer ou de questionner. Cette éducation crée des frustrations profondes chez ceux dont l'intelligence naturelle est bridée. Les croyances limitantes transmises par la société conditionnent les individus à accepter des rôles, des statuts et des possibilités restreints, générant ressentiment et amertume. Au cœur de chaque être humain réside une bonté fondamentale, une tendance naturelle vers l'harmonie, la coopération et l'épanouissement mutuel. Cette bonté constitue notre essence véritable, notre état naturel, quand nous ne sommes pas perturbés par des influences extérieures toxiques. Cette bonté innée se manifeste spontanément chez les enfants, avant qu'ils ne soient conditionnés par les systèmes sociaux. Elle réapparaît chez les adultes, qui parviennent à se défaire de leur conditionnement et à retrouver leur authenticité. L'ombre psychologique, cette part sombre qui peut mener à la violence, n'émerge que lorsqu'un individu se voit imposer des façons d'être, de penser ou d'agir qui trahissent sa nature profonde. Cette ombre n'est pas un défaut de fabrication de l'être humain, mais une réaction de défense face à l'oppression. Quand un système externe force un individu à adopter des comportements, des croyances ou des attitudes qui vont à l'encontre de son essence, une tension psychologique intense se crée. Cette tension cherche naturellement une issue, une libération. L'histoire regorge d'exemples où l'ombre collective s'est manifestée face à l'oppression. Les esclaves marrons qui fuyaient les plantations ne faisaient qu'exprimer leur refus viscéral d'un système qui niait leur humanité. Leur rébellion était en réalité un acte de préservation de leur essence humaine. Les résistants pendant les guerres ont activé leur part d'ombre face aux nazis qui cherchaient à détruire leur identité et leurs valeurs. Leur violence était une réponse à une violence systémique plus grande. Les mouvements sociaux contemporains comme les Gilets jaunes expriment le ras-le-bol d'une population dont les besoins fondamentaux et les aspirations légitimes sont niés par des systèmes politiques et économiques déconnectés. Les peuples en lutte comme les Palestiniens ou les Ukrainiens manifestent leur refus de voir leur identité, leur territoire et leur droit à l'existence niés par des forces extérieures. À l'échelle individuelle, la part d'ombre se manifeste également chez ceux qui subissent des violences systémiques. Les femmes battues qui finissent par se révolter contre leurs bourreaux ne font qu'exprimer leur refus de continuer à subir un système relationnel toxique qui nie leur dignité et leur droit au respect. Les enfants abusés peuvent développer des comportements destructeurs
comme mécanisme de survie face à un environnement qui bafoue leur innocence et leur sécurité fondamentale. Dans ces cas, l'explosion de l'ombre n'est pas pathologique, mais thérapeutique. Elle vise à restaurer l'équilibre psychologique et à retrouver la liberté d'être. Contrairement aux idées reçues, la part d'ombre n'est pas l'ennemi de l'épanouissement humain. Elle constitue au contraire un mécanisme de défense essentiel qui se déclenche quand notre intégrité est menacée. Le véritable ennemi, c'est la vision unique, cette tendance des systèmes de pouvoir à imposer une seule façon de voir, de penser et d'être. Cette uniformisation forcée génère les tensions qui donnent naissance à la violence. Quand nous comprenons que l'ombre est une réaction naturelle face à l'oppression, nous pouvons commencer à traiter les causes plutôt que les symptômes de la violence sociale. Un individu n'a jamais recours à sa part d'ombre s'il n'est pas piégé dans des schémas mentaux imposés de l'extérieur. La violence émerge toujours comme une réaction à une violence première, plus subtile mais plus pernicieuse, celle de la négation de l'authenticité. Les doctrines et les dogmes créent des carcans mentaux qui empêchent l'expression naturelle de la personnalité. Face à cette oppression, deux options s'offrent à l'individu: la soumission résignée ou la révolte de l'ombre. La soumission prolongée génère des frustrations qui s'accumulent jusqu'au point de rupture. C'est pourquoi les personnes apparemment bien éduquées et conformes peuvent parfois exploser de manière spectaculaire. Plutôt que de chercher à mieux contrôler ou éduquer les individus selon des modèles préétablis, la société devrait s'attacher à libérer les esprits en accordant à chacun la liberté fondamentale d'être ce qu'il souhaite être. Cette libération ne signifie pas l'anarchie ou l'absence de toute règle, mais plutôt la création d'un cadre social suffisamment souple pour permettre l'expression de la diversité humaine dans le respect mutuel. Quand les individus peuvent s'épanouir selon leur nature profonde, ils n'ont aucune raison de nuire aux autres. La violence disparaît naturellement quand disparaît l'oppression qui la génère. La transformation sociale ne passera pas par un renforcement des systèmes de contrôle et de formatage, mais par leur assouplissement et leur humanisation. Une société véritablement civilisée est celle qui permet à chaque individu de révéler sa bonté naturelle sans avoir besoin de la réprimer ou de la dénaturer. Cette révolution commence par une prise de conscience individuelle, reconnaître en nous les conditionnements qui nous éloignent de notre authenticité et avoir le courage de nous en libérer progressivement. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité collective à créer des espaces de liberté où chaque être humain peut s'épanouir selon sa nature profonde, contribuant ainsi à l'harmonie générale par l'expression de sa propre authenticité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pensez également à vous abonner. Je vous dis à bientôt.